Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indes radios, 130 radios territoriales également et TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant JT des territoires que je vais vous présenter, puis le Club de la presse, on reçoit 2 invités aujourd'hui, Ismaël Emélien et David Amial, auteurs du Progrès ne tombe pas du ciel, un livre chez Fayard, ce sont 2 anciens conseillers d'Emmanuel Macron. Puis Territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, qui sera en direct sur ce plateau. Enfin, Territoire Sénat, dernière partie de cette émission avec l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est la très grande tristesse et l'émotion des familles qui restent vives même après cette décision du parquet de Toulouse d'ouvrir une enquête suite aux soupçons d'intoxication alimentaire dans un EHPAD de Lerme en Haute-Garonne. 5 pensionnaires de cette maison de retraite sont décédés après avoir pris leur dîner la veille dans l'établissement. D'autres ont été hospitalisés. Une autopsie des victimes doit être pratiquée dans les prochaines heures et Agnès Buzyn se rendra sur place dans la journée. Reportage d'Antoine Maïlès de Via Occitanie, notre partenaire. Le parquet de Toulouse ouvre une enquête pour homicide et blessures involontaires, une décision qui fait suite aux soupçons d'intoxication alimentaire dans un EHPAD à Lerme en Haute-Garonne. 5 personnes sont mortes après avoir pris leur dîner la veille, d'autres ont été hospitalisées. Les familles des victimes sont sous le choc. On nous a toujours assuré que les repas étaient faits sur place. Je viens d'apprendre qu'ils étaient livrés, que c'était pas vrai. C'est un mensonge. Cette maison de retraite se dégrade en permanence. Je suis venu la voir il y a 8, enfin je venais tous les 15 jours, il y a 8 jours, je suis venu à 18h le soir. À l'étage, il n'y avait personne. Sa chambre était fermée à clé. Et personne ne s'occupait d'eux. Du côté des professionnels de la restauration collective, on se défend, le risque zéro n'existe pas. On sert 10 millions de repas par jour, 3,5 milliards de repas par an sont consommés en collectivité en France. Il y a malheureusement quelquefois des intoxications. Le risque zéro est impossible dans notre métier comme dans bien d'autres, et on compatit, mais il faut prendre conscience qu'on continue à s'améliorer, à développer nos techniques, à développer la qualité des contrôles. Cette affaire tombe quelques jours à peine après la remise d'un rapport sur la prise en charge des patients à la ministre de la Santé. Et ça nous ramène à notre responsabilité, la nécessité de regarder d'un peu plus près comment fonctionnent actuellement nos EHPAD en France. Une autopsie. Direction l'Essonne maintenant dans ce JT où l'on reparle de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA. Le département de l'Essonne révèle en effet son futur pacte de solidarité. Ce département va doubler son investissement à destination du dispositif accompagnement intensif des nouveaux bénéficiaires du RSA. Un reportage de Yamina Bendaïda, notre chaîne partenaire de Via Grand Paris. Le département de l'Essonne continue de miser sur un dispositif d'accompagnement intensif des bénéficiaires du revenu de solidarité active RSA, dans le but que ces derniers trouvent un emploi le plus rapidement possible. Dans le cadre du prochain pacte de solidarité, l'Essonne va renforcer la formule en doublant les investissements. On a souhaité faire un focus sur les moins de 35 ans. Ils peuvent être orientés vers un accompagnement intensif. Donc ils vont suivre un programme avec l'association Horizon qui va leur permettre pendant 1 mois d'avoir des séances de coaching, des séances de reprise de confiance en eux, des entretiens aussi pour qu'ils soient formés, préparés à des entretiens d'embauche. Et c'est tout un cycle en fait qui leur permet de décrocher le moins longtemps possible. On a obtenu d'assez bons résultats sur la première phase, la première année, et donc on a décidé de doubler l'investissement financier sur cette action pour pouvoir la déployer en plus grand nombre à nos nouveaux entrants du RSA. Cette année, le département de l'Essonne a investi plus de 161 millions d'euros à destination des allocations RMI-RSA. Le nouveau pacte de solidarité prendra effet en 2020.
On ouvre une page emploi maintenant dans ce JT. Comment résoudre les problèmes de recrutement des personnes en difficulté d'accès à l'emploi? Focus sur le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification de Loire-Atlantique qui permet aux demandeurs d'emploi de se former dans des entreprises qui recrutent et surtout d'accéder à un emploi après cette formation. Regardez cet exemple concret à la fonderie Bouillère d'Anésis. Grâce à ce dispositif, elle a pu embaucher Jean-Charles. Un reportage de notre partenaire en Loire-Atlantique de Télé-Nantes. Regardez. Comme beaucoup, Jean-Charles a eu plusieurs vies. Pâtissier de formation, il a passé 27 ans comme ouvrier dans la métallurgie, avant de devenir paysagiste, puis de passer par la case chômage. Alors quand le GIEC lui propose de se former au métier de mouleur-noyauteur, il n'hésite pas. Après 9 mois de formation à la fonderie Bouillée d'Anceny, il obtient un CDI et surtout le savoir-faire, parce que là après c'est bien de nous dire de faire telle ou telle chose, mais bon, si c'est juste pour exécuter, sans savoir pour quelle raison on fait telle ou telle chose. J'ai quand même un CQPM mouleur-noyauteur, donc c'est en plus qui sert dans toutes les fonderies de France, donc c'est quand même un avantage. La fonderie Bouillée, pourtant en pleine croissance, a du mal à trouver du personnel qualifié. Un problème récurrent dans le secteur de l'industrie. On est situé à Anceny, donc la deuxième ville où le taux de chômage est le plus faible en France. Donc c'est un véritable atout, mais c'est aussi une contrainte pour nous de trouver du personnel. Et l'autre raison, c'est que l'industrie est peu connue, a été beaucoup décriée par le passé. Et aujourd'hui, nous, on est une activité qui va bien. Maintenant, il faut qu'on arrive à le faire connaître et c'est pas toujours facile. C'est là qu'intervient le GIEC. L'association propose aux entreprises adhérentes de former des demandeurs d'emploi. En 2017, 70% de ses bénéficiaires ont décroché un contrat. La vocation du GIEC va être de mettre en place des parcours formation qui vont répondre à ce manque de compétences et permettre à ces demandeurs d'emploi d'être employables via un parcours de formation adapté en alternance dans les entreprises de Loire-Atlantique. À la fonderie Bouillée, on a déjà embauché 2 personnes grâce à ce dispositif. 5 autres sont en train d'être formées, avec peut-être un emploi à la clé. On se rend en Haute-Savoie pour finir ce JT. Nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler. La représentation populaire ne se limite pas qu'aux députés et aux sénateurs. Les enfants ont aussi leur parlement. Chaque année, partout en France, des classes participent au Parlement des enfants. Et cette année, le thème des discussions est le bon usage du numérique. À Voiron, c'est un thème qui a bien fait réfléchir les élèves de l'école Jules Ferry. Reportage de Charlotte Faulkner pour Télé Grenoble, notre partenaire. Pour sa 23e édition, le Parlement des enfants a pour thème le bon usage du numérique. Depuis le mois de janvier, les élèves de cette classe de CM1, CM2 de Voiron travaillent sur une proposition de loi. Et après quelques échanges d'idées sur ce que le numérique leur évoquait, les enfants ont décidé de travailler sur un texte autour du contrôle parental. Il n'y a pas tous les parents qui connaissent le contrôle parental. Et leurs enfants, ils peuvent tomber sur des images pornographiques. On a pensé que les enfants, dès leur jeune âge, ils sont trop devant les écrans. On s'est dit qu'il n'y avait pas de contrôle parental sur les smartphones et que c'était bien d'en installer un. Comme chaque proposition de loi, les enfants ont aussi créé des articles. Article 1, création d'une application gratuite de contrôle parental sur les smartphones. Article 2, rendre son installation obligatoire pour tous les fabricants de smartphones. Ou encore article 3, sensibiliser la population à son existence. Un exercice pas si facile que ça pour des enfants de 10 ans. Au début, quand on devait chercher le thème de notre loi, c'était difficile, on a mis du temps. Mais après, quand on l'a trouvé, c'était plus facile. C'est pas si facile parce qu'il faut faire des articles, faut se renseigner, lire plusieurs choses. On a regardé des documentaires, des informations, on a un peu recherché. Un projet qui a aussi un but d'éducation civique, permettre aux enfants de connaître l'Assemblée nationale et son fonctionnement. Les élèves ont aussi été sensibilisés au processus de création d'une loi et ont également ouvert les yeux sur l'utilisation des écrans dans notre société. Tout n'est pas mauvais, c'est pas ça, hein. Le message, c'est ce que je leur dis depuis le départ, c'est très bien, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez regarder la télé, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des limites. Donc d'où l'idée du contrôle parental. Et du coup, il y a beaucoup d'élèves qui ont ouvert les yeux en fait, sur ce qui se passait autour d'eux. Dans des familles qui sont à côté d'eux et puis même peut-être dans leur famille. La classe a déjà transmis sa proposition de loi. Si celle-ci séduit plusieurs jurys, les élèves pourraient ensuite se rendre à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain.
Voilà, un reportage de David Amiel pour Télé Nantes. Tout de suite, dans un instant, c'est le Club de la Presse. Je reçois Ismaël Emélien et David Amiel, auteurs de Le Progrès ne tombe pas du ciel chez Fayard, avec Stéphane Vernet de Ouest France. Mais tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. On poursuit ce JT. À tout de suite. Bonjour Saveria, à la une de la Provence, l'autisme, un espoir marseillais. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un nouveau médicament susceptible d'améliorer la sociabilité va être testé. Ce sont les résultats des travaux d'un neurobiologiste marseillais, le professeur Ben Harry. Le gouvernement, lui, a précisé les contours du plan soutenu par Sophie Cluzet, la secrétaire d'État, un plan qui s'échelonne jusqu'en 2022 pour un budget de 344 millions d'euros. Objectif, lutter contre le scandale que représente la prise en charge insuffisante des enfants et des adultes autistes. On estime à 700 000 le nombre d'autistes en France, dont 100 000 enfants. À noter que le Parisien propose également un grand dossier sur l'autisme, notamment une enquête sur les escrocs de l'autisme. Voilà, à la une du Télégramme, fort dans l'actualité. Quelle garantie dans l'assiette, Saveria? Sidération, stupéfaction sont les mots qui reviennent le plus dans la bouche des habitants de Lermes. C'est cette commune de Haute-Garonne où 5 résidents d'un EHPAD sont morts dimanche après une probable intoxication alimentaire. 4 femmes, un homme, 12 autres personnes âgées sont encore hospitalisées. Les familles des pensionnaires ne cachent pas leur colère et leur incompréhension. Quelles sont les causes de la mort? Pourquoi seuls 5 résidents ont été touchés? Y a-t-il eu une défaillance dans la préparation des repas? Au lendemain du drame, beaucoup de questions restent sans réponse. L'enquête va déterminer les responsabilités dans le circuit d'approvisionnement des repas. Justement, comment gérer ce circuit? Quelles sont les règles et les contrôles? C'est-à-dire donc dans le Télégramme ce matin. Voilà, et était-ce vraiment une surprise? Dans Ouest France, à la une, c'est les tarifs de l'électricité ce matin. Une hausse prévue avant l'été. La hausse était dans les tuyaux depuis quelques jours. Elle a été confirmée hier par François de Rugy sur Public Sénat. Les tarifs réglementés de l'électricité gelés par le gouvernement cet hiver en pleine crise des Gilets jaunes vont augmenter cet été, a confirmé donc le ministre de la Transition écologique lors de l'émission Audition publique. Une hausse qui concerne donc le tarif appliqué par EDF à 25 millions de foyers. Une hausse qui pourrait s'élever à près de 6%, 5,9%, comme l'a proposé donc la Commission de régulation de l'énergie, la hausse qui pourrait être mise en place dès le 1er juin. Et on termine ces unes de la presse quotidienne régionale avec l'intelligence artificielle qui n'est pas de la science-fiction. Les machines prennent le pouvoir. Racontez-nous. L'intelligence artificielle envahit notre quotidien, notamment au travail. Se faire juger par un robot pourrait bientôt ne plus être une scène tirée d'un film de science-fiction en Estonie. C'est presque déjà une réalité dans certaines affaires des délits mineurs. Une intelligence artificielle devra déterminer ou non la culpabilité d'une personne, une première mondiale plutôt inquiétante. À lire également un entretien avec le philosophe et informaticien Jean-Gabriel Galacca qui remet en perspective cette technologie. Il prévient l'intelligence artificielle va transformer les valeurs humaines. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie de notre émission pour l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Voilà, il nous tombe du ciel ce matin. Bonjour Ismaël Emélien, David Amiel. Bonjour. Vous êtes co-auteur du Progrès ne tombe pas du ciel. Vous êtes ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Vous interrogez à mes côtés ce matin Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France, premier quotidien francophone du monde et premier quotidien français. Merci d'être avec nous ce matin. Ma question s'adresse à Ismaël Emélien tout d'abord. Vous êtes donc en tournée de promotion de ce livre qui donc, est édité et sort chez Fayard. Et puis tombe dans l'actualité Alexandre Benalla, l'Élysée qui aurait tenté de disculper Alexandre Benalla avec un montage vidéo trompeur. Alors Stéphane Vernet a repéré une phrase dans un quotidien, il va vous poser une question à ce sujet. Ça ne concerne pas le montage vidéo, mais c'était dans le Parisien dimanche. J'imagine que vous avez lu le dossier. Mais il y a une petite phrase qui interloque. Certains macronistes en viennent à regretter l'époque où Alexandre Benalla faisait appliquer les ordres du patron quand un conseiller de l'exécutif procrastinait. Vous confirmez? Ça se passait vraiment comme ça? Non, pas du tout. Comment ça se passait alors? Vous l'avez lu? J'ai lu cet article. Il y a beaucoup de citations anonymes. Et le propre des citations anonymes, surtout sur ce genre d'articles qui font le lit de beaucoup de rumeurs, c'est que ceux qui parlent sont ceux qui ne savent pas. D'accord, donc Alexandre Benalla ne mettait pas la pression sur les conseillers quand ils n'exécutaient pas les ordres du président de la République, du tout. C'est même ridicule d'imaginer que ça ait pu être le cas. David Amiel, vous, Alexandre Benalla, on vous entend assez peu l'évoquer. Pourquoi vous l'avez moins connu, moins approché que les autres conseillers?
Bon, moi j'ai peu travaillé avec Alexandre Benalla, donc je le connaissais comme un collègue de travail, mais pas beaucoup plus. Stéphane Vernet. L'actualité, donc la nomination très récente de 2 conseillers comme secrétaire d'État, est-ce que ça vous a surpris ? Non, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que l'objectif d'un remaniement, c'est de nommer les bonnes personnes aux bons endroits. C'est le cas ? Je crois que c'est le cas, oui. Je crois que d'ailleurs, c'est incontesté. La compétence des 3 entrants au gouvernement, chacun dans leur domaine respectif, est absolument sans aucun doute, que ce soit le numérique pour Cédric O, la communication, le porte-parole pour Sibeth Ndiaye, ou bien les affaires européennes pour Amélie de Montchalin. Il y a 3 jeunes compétents qui rentrent au gouvernement. Je pense que c'est une bonne nouvelle et pour le gouvernement et pour le pays. Pour compétence et confiance aussi, quelle est l'idée derrière pour Emmanuel Macron ? C'est d'avoir un gouvernement avec des gens qui lui sont fidèles et proches, sur lesquels il peut compter ? L'idée, c'est d'avoir des gens compétents, évidemment, et puis c'est de faire émerger aussi une nouvelle génération. C'est la responsabilité d'un président de la République que de profiter des fonctions qui sont les siennes pour faire parvenir aux responsabilités des nouvelles têtes, des gens plus jeunes. Là, les 3 dont on parle, ils sont trentenaires. Et donc, c'est les visages de la nouvelle génération de la politique française. Ça pose quand même une autre question, le fait que du coup, 2 de ses conseillers proches rentrent au gouvernement. Vous-même êtes parti, vous n'êtes pas les seuls, il y a eu plusieurs départs. Qui est-ce qui reste dans la garde rapprochée, dans l'équipe des conseillers autour du président de la République aujourd'hui ? Il reste le secrétaire général, Alexis Collère. Il y a Philippe Grandjean, qui a fait son entrée officielle à l'Élysée, même si ça fait un bon moment qu'il accompagnait le mouvement. Il y a le directeur de cabinet, Patrick Stroda, il y a la secrétaire générale adjointe, Anne de Bézère, il y a le chef d'état-major particulier, il y a le conseiller diplomatique. Bref, vous voyez que... Il est bien entouré. Oui, il est bien entouré. Il n'est pas en train de faire le vide autour de lui ? Non, il est en train de faire évoluer son dispositif, je vous dis, à la fois en permettant à de nouvelles têtes d'accélérer des responsabilités, et puis aussi en utilisant ses conseillers là où ils sont le plus utiles. Par exemple, je pense à Stéphane Séjourné, qui était son conseiller politique et qui aujourd'hui est le directeur de la campagne des élections européennes. Moi, j'ai une question personnelle pour David Amiel, et pour vous également, Ismaël Emelien, mais d'abord pour lui. Vous voyez donc des membres du gouvernement jeunes, qui étaient des conseillers d'Emmanuel Macron, qui sont nommés, et vous êtes dehors. Est-ce que c'est pas un peu dur d'avoir servi à ce point-là Emmanuel Macron, de l'avoir aidé à ce point-là, et de se retrouver en dehors du système, alors même que des gens que vous avez souvent vous-même dirigés, en étant à l'Élysée, se retrouvent promus, ministres même de ce gouvernement. Est-ce qu'à titre personnel, ça ne vous affecte pas? Non, pas du tout. Déjà, à titre personnel, moi, ça me fait très plaisir, parce que ce dont on parle, en plus d'être compétent, d'être une nouvelle génération, ce sont aussi des amis. Donc ça fait très plaisir. Et puis je crois que précisément... Vous avez quitté oui, j'ai quitté l'Élysée, mais j'ai pas le sentiment d'avoir quitté Alors j'ai quitté le système administratif, le système gouvernemental, mais j'ai pas l'impression d'avoir quitté le combat politique, bien au contraire. Et d'ailleurs, quand on a quitté le cabinet du président de la République, c'était en plein accord avec le président, précisément parce qu'on a pensé qu'il était autant, sinon plus utile, de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi on s'est battu dans les 2 premières années et puis pourquoi on a envie de se battre dans les années qui viennent, de l'écrire dans un livre et d'en parler avec tout un chacun, dans les médias et puis à travers la France. Vous avez dit hier soir que le président devait faire émerger de nouvelles têtes, de nouvelles générations. Vous faisiez partie de ces nouvelles têtes, de ces nouvelles générations, et vous êtes en dehors. J'espère que vous ne parlerez pas au passé trop longtemps. On n'est pas en dehors du système, on est en dehors du dispositif des élus et des conseillers élyséens. Mais quand on veut agir, c'est problématique. Non, justement, c'est un des paris qu'on fait dans notre livre, qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'on considère que pendant la campagne, on a réussi avec En Marche, pour plein de raisons, certaines qui avaient trait à la chance, d'autres circonstances, mais aussi à la situation profonde du pays et puis à la manière dont on l'a fait, on a réussi à faire revenir la société dans la politique. Bon. Et il se trouve qu'après l'élection, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Et nous, on considère que c'est vraiment l'élément central, que pour les progressistes que nous sommes, on a besoin d'inventer des relais au sein de la société. Vous savez, la gauche a eu les syndicats, la droite a eu les notables. Nous, on pense que ça doit être les citoyens pour les progressistes. Et c'est ça le combat que nous, on veut mener avec ce livre. Et puis au-delà de ça, avec les initiatives qu'on pourra prendre dans l'avenir, en étant libre de le faire, puisqu'on ne sera plus à l'Élysée, comme vous l'avez dit. Stéphane Vernet. Alors plus qu'un livre, c'est un manifeste, c'est écrit sur la couverture. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quel était le besoin de définir ce qu'est le progressisme? Et puis peut-être en quelques mots, évoquer les 3 piliers. Non, je crois que le besoin, c'est d'abord parce que le progressisme dont on se revendique, personne ne savait ce que c'était. Exactement. Donc il y avait un besoin de définition. Ah bah c'est clair. Je crois qu'il y avait un besoin de définition pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de caricatures. Donc on a dit, c'est le président des riches. Nous, on a voulu montrer pourquoi on se battait au contraire pour ceux qui en avaient le plus besoin. On nous a dit, c'est le président des métropoles. Et c'est pour ça qu'on a mis la question de la fracture territoriale au cœur de ce livre. On nous a dit, c'est le président du capitalisme.
Et justement, on a voulu dans ce livre tirer beaucoup des conséquences sur les dangers que font peser certains grands secteurs, le secteur financier, le secteur numérique, sur la croissance et sur l'activité. Puis on nous a dit, au fond, c'est le président de la mondialisation heureuse, etc. Et on a voulu précisément montrer comment il fallait aborder la question, par exemple, du multiculturalisme, de la religion, de la laïcité, sans aucune naïveté, face à tous les périls pour la cohésion sociale que des passions religieuses déchaînées peuvent susciter. Et puis ensuite, il y a une deuxième priorité, c'était de donner des pistes pour les années qui viennent. Je crois que vu la situation politique exceptionnelle qu'on traverse, il y avait un besoin de réflexion collective sur où est-ce que le progressisme, tel qu'on le définit, peut nous emmener, non pas seulement dans les 3 prochaines semaines, mais dans les 3 prochaines années. Et je crois que c'était très important pour nous de ne pas avoir cette réflexion en chambre. On aurait pu l'avoir comme conseiller dans un bureau. On a voulu au contraire la mettre sur le papier pour la partager avec le plus grand nombre. Est-ce que le concept de président jupitérien, c'était pas une erreur au fond, d'instaurer ce quinquennat sous ce magistère, un président jupitérien, tout part d'en haut, et ça n'a pas été au fond le péché originel? Non, je ne crois pas, parce que ça n'a jamais été l'entièreté de la manière dont la fonction... Ça a été perçu de cette manière, Ismaël Emelyan. Absolument, la perception, j'y reviendrai, mais la manière dont ça a été conçu, c'est qu'il y a une dimension d'autorité, une dimension de verticalité qui est nécessaire quand on est président pour décider, pour que les choses avancent. Et c'était le programme d'Emmanuel Macron et ses engagements ont été tenus. Et puis il y a une dimension d'horizontalité à laquelle je faisais un petit peu référence lorsque je parlais de la campagne, qui est nécessaire à la fois en amont pour se mettre d'accord sur un diagnostic, et c'est pour ça qu'on consacre une partie du livre à essayer d'expliquer vraiment sans tabou et sans phare quelle est la situation du pays pour nous aujourd'hui, et puis surtout en aval pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir agir, parce qu'on pense que le temps est fini où le changement ne pouvait provenir que de l'État et de l'action publique. Il doit venir aussi de la société, et là aussi on essaie de montrer comment. Alors, ce qui est paradoxal, je vous cite, c'est page 118 dans votre livre, où justement vous parlez de la façon dont les décisions du chef de l'État doivent être appliquées. Vous écrivez « Le sommet de la pyramide croit pouvoir s'occuper de tout. Il perd de vue le sens sans rien gagner en efficacité. Quant aux autres échelons, il se retourne trop commodément vers le sommet, se sentant à la fois en droit de le tenir comptable de tout et de n'être, eux, responsables de rien. » C'est pas un peu ce qui se passe en ce moment ? Ben justement, c'est pour ça, c'est exactement la leçon qu'on a tirée des 2 années passées à l'Élysée. Et c'est pour ça qu'on a tenté dans ce livre d'expliquer, partant de cette situation, comment est-ce qu'il fallait faire. Et ce qu'on propose en l'occurrence sur ce sujet, c'est d'inverser l'administration, c'est-à-dire de considérer que la personne la plus importante de la chaîne, ça n'est plus le haut fonctionnaire ou le conseiller ministériel, c'est au contraire le fonctionnaire qui est au contact de l'usager, derrière son guichet, dans sa classe, à l'hôpital, et que c'est à lui qu'il faut donner les moyens concrètement. Alors ça, c'est un de vos 3 piliers, c'est commencer par le bas. Vous suggérez notamment de transformer les ministres en chefs de projet. Vous pouvez nous expliquer un peu l'idée ? L'idée, c'est qu'il y a aujourd'hui des sujets qui, pardonnez-moi pour le terme un peu technique, mais on dit qu'ils sont interministériels, c'est-à-dire qu'ils concernent plusieurs ministères, et ce sont souvent les sujets qui ont le plus de mal à avancer. Et donc je crois que pour ces sujets-là, il vaudrait mieux avoir un ministre qui est en charge du sujet et qui a autorité sur toutes les administrations autant que de besoin. Un exemple, le glyphosate. Aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne en fait à la fois le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et puis le ministère de la Santé. Et je crois qu'on pourrait imaginer d'avoir un ministre en charge de la sortie du glyphosate avec ensuite autorité sur, au fond, toute la fonction publique autant que de besoin. Je précise tout de suite que c'est quelque chose qui est une révolution culturelle, puisque c'est jamais comme ça que les gouvernements français se sont pensés, pas seulement sous Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais en réalité sous toute la Ve République et d'avant. Ça nécessite de repenser toute l'administration et toute son articulation avec le gouvernement. Mais je crois que vu les sujets qui nous attendent, c'est absolument essentiel. Ouais. Et le président accepterait ce genre de choses ? De manière générale, les propositions... On fait quelques propositions dans ce livre, qui n'est pas un livre programme, mais on a essayé de montrer que les orientations qu'on voulait définir, elles pouvaient se traduire concrètement, que ce n'était pas juste des mots. Et on espère qu'en les versant au débat, en étant amené à en parler comme on le fait ce matin avec vous, ça accroîtra la possibilité pour qu'elles soient mises en œuvre. Vous lui avez fait quelle dédicace au président de la République, personnelle ? Ça, c'est personnel, comme vous l'avez dit. Il y a un petit mot, vous pouvez nous dire ou pas ? Non, on lui a fait une dédicace en remerciant pour la confiance qui nous honore. Comment pouvez-vous faire en sorte qu'il y ait un rebond ? Comment communiquer de l'enthousiasme ? Le progrès ne tombe pas du ciel, certes c'est un manifeste, c'est un livre, probablement que peu de Français vont le lire. On pense bien que l'establishment va le lire, mais les Français, les Gilets jaunes, les manifestations sociales qu'on a connues ces derniers temps montrent un grand malaise. Comment communiquer un enthousiasme ? Comment vous pouvez faire, vous, donc d'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, pour porter ce renouveau, cette envie pour cette fin de quinquennat ? C'est ça, là aussi, la question.
Oui, je vous dis, l'idée de ce livre, c'est de dépasser la politique, au sens à la fois des structures d'action publique que sont l'Élysée et aussi des structures politiques que sont les partis. Et donc, la manière dont on va le faire très concrètement, c'est qu'on est là devant vous pour en répondre. On va aller sur les routes de France à la rencontre de tous ceux qui nous inviteront pour le faire, donc dans des librairies, puis donner des conférences. On va aller à la rencontre parce que le livre a forcément c'est limité l'accès avec le livre. C'est sûr. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver autre chose? Non, je crois qu'il y a 2 points essentiels. D'abord, le premier, c'est qu'on a précisément voulu faire le livre qui soit le plus facilement lisible possible. Et d'ailleurs, on nous a fait parfois des reproches de ne pas avoir assez de références universitaires, académiques. Précisément, on a théorisé. Non, on a essayé d'être... Vous citez Rocky Balboa, Mathieu Kassovitz dans vos citations. Voilà, on a voulu Marcel Gauchet aussi, donc vous voyez, on a... Mais je crois que ce qui était important précisément pour nous, c'était d'avoir un livre qui soit le plus facile d'accès possible. C'est pour ça aussi qu'il est court et qu'on a essayé d'avoir les formulations les plus simples. Après, effectivement, pour nous, c'est la première pierre d'un... il y aura une suite. Bien sûr, notre engagement politique se poursuivra bien au-delà de ce livre. La forme, on la décidera aussi beaucoup en fonction des retours qu'on nous fera. C'est pour ça qu'on a mis, au-delà même du Tour de France, d'ailleurs, une adresse mail, y compris dans le livre, pour qu'on puisse nous faire des remarques, des suggestions, et puis on verra en fonction ce qu'on en construit ensuite. Vous savez, cette question-là, on me l'a posée il y a 3 ans, quand je suis parti de Bercy pour créer En Marche. On m'a dit, mais tout le monde s'en fout de la politique, les partis n'intéressent plus personne, est-ce que vous avez le moindre espoir d'arriver à intéresser quelqu'un ? D'accord. Donc vous êtes parti pour la prochaine élection présidentielle. Non, on est parti. Merci. Merci David Amiel, merci Ismaël Émélien d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Ce matin, le progrès ne tombe pas du ciel. Manifeste donc chez Fayard, les stratèges de Macron s'expliquent. Merci à vous. Merci Stéphane Vernet de Ouest France. On regarde ensemble la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Vous allez voir, ça ne s'améliore pas. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes en direct que ce plateau, c'est Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, qui sera notre invitée politique. Pour l'instant, on va se rendre du côté du reste du monde. Ce que vous devez retenir de l'actu du monde en quelques images. On part pour Londres, bien sûr. Les députés britanniques votent contre toutes les solutions alternatives au plan de Theresa May, la première ministre, une fois de plus, j'allais dire. Et ensuite, on part en Algérie, où vous savez que le président Bouteflika va démissionner avant le 28 avril. Et c'est l'annonce de l'agence de presse officielle APS en Algérie. On y revient en images dans un instant. On trouve Elisabeth Borne. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La guerre des nerfs continue à la Chambre des communes. Après des heures de débat, les parlementaires britanniques ont balayé les 4 options proposées pour sortir de l'impasse. L'organisation d'un référendum sur l'accord de divorce avec Bruxelles, la très populaire option d'une union douanière avec l'UE, la proposition d'un modèle Norvège Plus qui vise le maintien dans le marché unique, ainsi que l'arrêt du processus du Brexit. Bouteflika démissionnera avant le 28 avril et, je cite, prendra d'importantes décisions pour permettre d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État
pendant la période de transition. Pour moi, la démission assortie d'une période de transition, ça n'est qu'une manœuvre pour gagner du temps. Nous, on souhaite qu'ils partent tous. Il se pourrait que parmi ces annonces, il y ait notamment de nouvelles nominations dans le Sénat, parce que le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État, donc qui remplacera le président en cas de démission. Abdelkader Ben Salah n'a pas bonne presse en Algérie. Il y a des informations sur son remplacement par une autre personnalité, disons plus consensuelle. C'est une accolade qui force le respect, un de ces moments qui permet de garder espoir. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans. Ils étaient ensemble à l'école. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. En avril 1994, ce village a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, fut rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Mais après 18 ans de prison pour Pascal et une lente reconstruction pour Jean Bosco, les deux paysans de 60 ans font désormais pousser ensemble du manioc et du sorgho dans cette région agricole à 45 km au nord de Kigali.